Donc pour ce webinaire, axé autour de la cybersécurité et comment éviter un Munich numérique pendant les JO. Donc, il sera animé par Alexandre Liénard, que je vais laisser se présenter après. Pour ma part, je suis Thomas Ducret, je suis le directeur commercial chez Le Hibou. La cybersécurité, c'est évidemment un sujet qui nous anime beaucoup, qui nous occupe beaucoup. Et si vous êtes là, je suis sûr qu'il vous occupe beaucoup tous aussi. C'est un sujet majeur. C'est plus de 20% de nos interventions aujourd'hui chez Le Hibou. L'évolution des directives, que ce soit NIS 2 DORA, et l'évolution accrue aussi des risques, font prendre conscience aussi à tous nos clients de l'importance d'avoir un SI bien structuré. Et je vais laisser Alexandre rentrer dans les détails et d'abord se présenter. Alexandre, je te passe la main. Oui, voilà, on évite les mêmes problèmes que l'autre fois. Donc, désolé, la dernière fois, techniquement, c'était chez moi que ça ne marchait pas pour ceux qui étaient déjà présents à la session qui a été postposée. Ben, voilà, moi, c'est Alexandre Liénard, je suis consultant en sécurité des systèmes d'information depuis maintenant 25 ans. À 25 ans, j'ai fêté ça début mars. Et je travaille avec Le Hibou depuis maintenant 4 ans et j'animerai aujourd'hui le séminaire sur la cybersécurité autour des JO. Voilà l'agenda, donc une petite introduction de Thomas qui présentera un peu, représentera en fait Le Hibou. On va faire une petite mise en situation, parce qu'on sera tous occupés de faire quelque chose de différent le jour de la cérémonie d'ouverture. Ensuite, on parlera en fait des grands enjeux qui tournent autour des JO de Paris. Parler aussi de l'impact ukrainien et du bourbier israélien qui aujourd'hui peuvent avoir une influence sur différentes menaces qui pèsent et qui planent au-dessus de l'organisation des JO. On évoquera le titre du Munich 2.0. On parlera aussi des opérateurs essentiels qui sont de plus en plus ciblés, donc les opérateurs essentiels qui sont concernés par la norme NIS 2. On parlera des stratégies de réponse, et puis je ferai une petite conclusion, et ensuite une séance de questions-réponses. Cela étant, si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à les poser dans l'interface qui vous est proposée. Thomas, on les sélectionnera, et Thomas, tu peux me couper sans problème s'il y a des questions importantes. J'essaierai d'y répondre et je reprendrai le fil des choses après. Ça marche. Je vous souhaite un bon séminaire, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Voilà. Je te laisse la parole, Thomas. Moi, je vais couper ma caméra parce que sinon, on risque d'avoir les mêmes problèmes que l'autre fois de bande passante. Et le contenu étant plus important que mon faciès. Ça marche. Donc, très rapidement, si vous êtes connectés, pour vous présenter un petit peu le Hibou. Donc, on est la première plateforme de freelance spécialisée en IT aujourd'hui en France, avec un peu plus de 80 salariés, mais surtout plus de 90 000 freelances inscrits sur notre plateforme. On a réalisé un chiffre d'affaires l'année dernière de 82 millions. On vise 120 millions cette année. On fait partie de la French Tech 120 et on a été renouvelé cette année, donc on est plutôt très heureux là-dessus. Donc, on intervient aujourd'hui, la majorité de nos clients sont des grands acteurs du CAC 40 et SBF 120. Donc, on est très au fait, effectivement, de ces problématiques de cybersécurité, mais qui concernent finalement tout le monde, ETI, PME comme grands groupes, et encore plus à l'approche des JO, où si vous intervenez chez vos clients ou êtes membre de différentes entreprises, on voit que les plans de sécurité se sont bien renforcés. Il y a beaucoup de procédures aussi qui sont en train d'être mises en place. Voilà. Et passons maintenant au vif du sujet. Dans le vif du sujet. Alors, petite chose d'abord, un petit préambule par rapport à ce qui peut se passer aujourd'hui au niveau de la sécurité de l'information. C'est vrai que, comme tu disais Thomas, il y a beaucoup de choses qui changent, etc. etc. Le niveau augmente heureusement un peu partout dans le monde et en particulier en Europe et en France, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives européennes et puis des initiatives plus nationales aussi dans les différents pays. Par exemple, la Belgique bouge aussi pas mal par rapport à ça. Et donc, si on regarde un petit peu ce que Gartner prévoit en termes d'amélioration du niveau de sécurité en général, sur un horizon 2023-2024 jusqu'à 2028, ce qu'on voit, c'est que ce que Gartner dit, c'est qu'aujourd'hui, on a 40% des incidents de sécurité qui sont réduits sur le côté employé parce qu'on intègre pas mal aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle dans les applications pro. Donc là, je ne suis pas occupé de vous parler des procédures que les consultants rédigent grâce à ChatGPT. Je parle vraiment d'outils qui permettent aujourd'hui d'analyser au mieux les menaces, etc., etc. Et donc on estime que par rapport aux années précédentes, on a une réduction de 40% des incidents de cyber. C'est déjà pas mal, c'est une bonne.
Alexandre, je te coupe. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils t'entendent assez mal. Si tu peux te rapprocher du micro, peut-être. Ah voilà, là vous m'entendez mieux? Pour moi, oui, en tout cas. Ouais, c'est beaucoup plus Ouais, fort. c'est bon pour tout le monde. Ok, je parlerai plus fort aussi, enfin j'essaierai. Pour 2026, il y a aussi 40% des gestionnaires IAM, donc c'est tous les gens qui gèrent en fait ce qu'on appelle l'identity management dans les systèmes d'information, qui assumeront la responsabilité principale de la détection des différentes menaces. C'est-à-dire que l'IAM deviendra probablement à partir de 2026 quelque chose de très très important, en tout cas de plus important que ça ne l'est aujourd'hui, hein, la partie pierre angulaire de la gestion des identités, de la gestion des accès et des comptes. À partir de 2027, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle pour les gens qui sont dirigeants, c'est qu'on risque d'avoir des extensions de l'assurance pour les dirigeants par rapport aux leaders de sécurité, parce que en fait, aujourd'hui, la responsabilité sociétale est de plus en plus engagée. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand un chef d'entreprise avait son entreprise qui était piratée, il n'était pas trop vu comme étant responsable de la chose, il était plutôt victime. Aujourd'hui, et surtout à partir de 2027, le fait de ne pas mettre ces choses-là en place, de ne pas se protéger, ça aura un réel impact en fait sur les organisations et sur leurs dirigeants. Et ce que Gartner dit aussi, c'est qu'à partir de 2028, les dépenses pour combattre la partie désinformation, donc là on parle vraiment que de la partie désinformation, dépasseront 500 milliards de dollars, ce qui consommera à peu près 50% des budgets de marketing et de cybersécurité. C'est assez énorme. Hein. Aujourd'hui, on estime que c'est grosso modo 100 milliards, donc on va faire x5 dans les 5 ans qui viennent. Et on voit vraiment que Gartner est occupé de dire que la partie désinformation sera plus importante à la limite que le piratage. Ce sera vraiment le nouveau fléau contre lequel il faudra lutter. Des questions sur ces choses-là, Thomas? Je ne t'entends plus, Thomas, ton micro est Pardon, coupé. ouais. Ouais. Pas de questions pour le moment. Ok. Et vous m'entendez tous bien? Tout va bien? Il n'y a pas de problème? Certains, non. Je vois que Je suis Eric vraiment et désolé, hein. Je Nadia. suis à fond sur le micro là. Moi, j'entends bien avec mes écouteurs, en tous les cas, mais je vous conseille d'en faire de même. Okay. Donc, le 26 juillet 2024, le vendredi soir, certains d'entre vous seront aux terrasses de café occupés de boire un coup, d'autres seront chez eux tranquillement occupés de regarder la cérémonie d'ouverture, et puis certains d'entre nous vaqueront à leurs occupations. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer ce 26 juillet 2024? Préparer une petite vidéo comme ça qui est tout à fait... ça marche pas. On peut lancer la vidéo ou ça fonctionne pas? Victoire. Je pense pas parce que il a pas, c'est pas un PowerPoint, c'est sous forme de PDF, donc je pense pas qu'on puisse lancer la vidéo malheureusement. Ah, ok, donc vous n'aurez pas la vidéo, j'espère que dans le replay, Désolée. je vous mettrai la présentation. Mais ouais, en fait, c'était simplement... Oui, la présentation sera envoyée de toutes les manières. Ok, bon, je vais arriver à ce qui se passe. Hein, donc, dans le faux message de CNN, il apparaissait qu'il y avait des gros problèmes de sécurité, notamment d'attentats à l'ouverture des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir des démarches, des dépêches AFP qui arrivent en disant que selon les premières informations, on pourrait avoir de faux agents de sécurité munis de badges officiels qui ont été aperçus armés de fusils d'assaut, faisant feu sur la foule et disant que des dizaines de morts sont à craindre. Alors vous allez voir que par la suite, ce que je vous mets ici, c'est assez alarmant, mais vous allez voir que par la suite, on peut vraiment lier tout ça à des choses qui sont orientées sur la cyber et en particulier à deux grands faits qui se sont passés il y a quelques mois, notamment des vols de données. Mais donc voilà, je me suis basé sur ces vrais faits pour en créer des faux, pour faire un petit peu de dystopie et nous mettre dans l'ambiance, entre guillemets. Ce qu'on pourrait avoir aussi, c'est que, donc ça ici, on est à 1 heure plus tard, après mon fameux communiqué qu'on n'a pas vu. À 20h50, on pourrait avoir des premiers morts. On pourrait avoir par exemple une dépêche qui nous dirait que c'est maintenant le chaos total, que sur de nombreux écrans numériques situés le long du parcours, on a des messages contradictoires qui apparaissent et qui indiquent notamment la fermeture des parkings et la nécessité de se regrouper à des endroits où des coups de feu ont été entendus, ce qui pourrait poser des gros problèmes. Et donc, ça peut être un contexte comme celui-là qu'on pourrait très bien connaître le 26 juillet, à la cérémonie d'ouverture. Je suis très perturbé par le fait que la vidéo n'ait pas été mise en place, désolé. Alors, si on parle des JO de Paris, revenons à des choses qui ne sont pas du tout dystopiques et qui sont réelles. On a quand même des enjeux qui sont très fortement liés
à la cérémonie d'ouverture et aux JO en particulier. On a d'abord évidemment des enjeux qui sont très orientés sur la France. Ce sont des enjeux qui sont avant tout nationaux. On a des enjeux économiques avec des investissements et des retombées économiques qui auront lieu pendant les JO et après les JO aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, mais dans la presse, il y avait pas mal de gens qui se plaignaient du fait que les gadgets des JO avaient été indûment construits en Chine, et ça râlait un peu parce que le Made in France était plutôt estampillé Made in China que Made in France. Donc ça, il y a quand même des enjeux économiques qui existent par rapport à ça. On a aussi des enjeux sociaux, de cohésion sociale, mais quand même aussi dans une période ici électorale pour le 9 juin. On a aussi au niveau social mais tout ce qui est inclusion. On parle beaucoup des Jeux Olympiques, mais ils sont généralement suivis aussi des Jeux Paralympiques qui mettent en lumière l'importance d'intégrer les personnes à mobilité réduite ou à handicap divers au même niveau dans la société. Et ça passe aussi par le sport, bien entendu. On a des enjeux politiques avec un rayonnement international. Donc les JO, ça pourrait permettre à la France de donner une bonne image d'elle. Je ne ferai pas de politique, je n'ai pas de commentaire à ce sujet-là sur ce que vous vivez pour l'instant. En Belgique, c'est pas mieux, c'est tout ce que je peux vous dire. On a aussi des enjeux évidemment de sécurité nationale. Ça permet de démontrer que la France a des capacités made in France dans ce domaine. Et aujourd'hui, dans le contexte un peu compliqué géopolitique dans lequel on vit, toute démonstration de prévention en termes de sécurité, d'attentats, etc., c'est quand même un enjeu qui est hyper important et qui pourrait prouver que la France a des vraies capacités dans le domaine, et donc d'avoir aussi des retombées, si je reviens au premier point, des retombées économiques sur des domaines particuliers comme la défense et la sécurité. On a évidemment aussi des enjeux qui sont plus environnementaux, parce que la France est quand même engagée pour les JO à avoir un modèle de durabilité. Alors ne pas réussir ce challenge-là, ça pourrait être très, très embêtant. On a un problème de gestion de ressources aussi, c'est des enjeux importants avec la gestion de l'eau et des déchets. Je ne vous parlerai pas des cours de natation dans la Seine qui auront lieu bientôt, si je ne dis pas de bêtises, fin juin. Et on a évidemment aussi des enjeux technologiques qui sont hyper liés aux enjeux économiques et aux enjeux politiques. C'est la démonstration du savoir-faire français sur des métiers spécifiques aux JO ou attenant aux JO. Et en termes de cybersécurité aussi, la protection des infrastructures critiques et des données, c'est vraiment crucial pour pouvoir donner une bonne image de la France à l'étranger. Vous verrez d'ailleurs, et ça moi je ne le savais pas du tout en préparant le séminaire, pourtant j'ai un outil de veille qui me permet normalement d'être au courant de pas mal de choses, mais il y a déjà eu, lors de précédentes sessions de JO, des attaques cybercriminelles assez violentes, comme on le verra par la suite. Donc c'est des scénarios qui sont tout à fait possibles, et ces enjeux, il faut mesurer les risques et mettre en face des moyens de protection qui permettront de faire en sorte que la France puisse rayonner à partir de ça. Alors forcément, si on a des enjeux, on a des risques. C'est un peu le b.a.-ba des métiers de la sécurité. Alors par rapport aux enjeux économiques, on a des risques économiques qui sont des risques par exemple de surcoût, aussi des risques de sous-utilisation post-JO. Je vous rappelle que par exemple, toutes les infrastructures qui avaient été faites pour les Jeux Olympiques, je crois que c'était d'hiver à Sochi, la moitié des équipements aujourd'hui sont plus du tout utilisés. Donc on peut avoir des infrastructures qui sont ce qu'on appelle des éléphants blancs, coûteux à entretenir et peu utilisés. Donc ça, ça fait partie des risques. On a les risques d'exclusion, qui sont les risques sociaux, l'exclusion de certains projets, ou la partie accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. On a aussi les risques politiques, forcément, l'image internationale, la sécurité défaillante. Ce serait quand même pas très fun pour la France d'avoir des incidents pendant les JO, surtout s'ils ne sont pas maîtrisés, surtout s'ils n'ont pas été prévus. Ça, on en reparlera aussi. Au niveau environnemental, évidemment, on a des risques de pollution, des risques de ressources surmenées aussi. Et au niveau technologie, c'est plutôt ça le sujet du séminaire aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voyez sur les 3 derniers points, j'ai mis un petit pirate à chaque fois. Ça veut dire qu'on a des vecteurs de piratage possibles à côté de risques politiques, de risques environnementaux et de risques technologiques. Donc, évidemment, on a tout ce qui est fuite de données, etc., par rapport aux données à caractère personnel ou des données plus sensibles. Mais les pannes aussi pourraient être des scénarios catastrophes, comme le crash, par exemple, des systèmes de billetterie. Si on prend la dépêche AFP que j'avais mise tout à l'heure, par exemple, on pourrait très bien avoir un scénario cumulé où on est des attaques terroristes et en même temps des gens qui sont liés à ce groupe et qui piratent, par exemple, tout ce qui est panneaux de signalisation. Aujourd'hui, on est quand même dans un environnement qui devient de plus en plus numérique. Et donc, ça aussi, tout ça est interconnecté. Donc, un piratage à côté de ces choses-là pourrait emmener des risques
Des risques d'abord technologiques et puis ensuite des risques de perte humaine qui pourraient être liés à ça. Si on a des enjeux, si on a des risques, eh bien forcément, il faut qu'on ait des assaillants. Donc si on s'intéresse un petit peu, on va aller dans le détail sur les différents types d'assaillants qu'on peut avoir. S'il y a des questions pour l'instant, Thomas, pas encore? Pas de questions pour l'instant. Dis donc, soit vous faites tous autre chose et vous faites vos mails, soit vous êtes attentif à ce que je dis. Donc on a grosso modo, on dit toujours qu'on a sept types d'assaillants potentiels en termes cyber. On a les cybercriminels, je vais revenir dans le détail après. On a ce qu'on appelle les activistes, on a les États-nations. L'espionnage existe. On a vu pas mal de choses avec les États-Unis, notamment par rapport à ça. On a le terrorisme numérique qui existe, qui a beaucoup existé pendant la guerre en Syrie et qui est un peu moins présent aujourd'hui, paradoxalement. On a les insiders malveillants, donc des gens qui sont dans les entreprises et qui ont envie de voler des données, par exemple. On a l'espionnage industriel qu'il ne faut pas négliger. Et puis, on a aussi des groupes de pirates qui sont alloués, parce que c'est devenu aujourd'hui une grande mode du monde de la cybercriminalité, c'est de louer les services pour différentes causes. Donc, si on regarde un peu plus dans le détail, ici, les cybercriminels, généralement, on est sur des groupes ou des individus qui sont plus ou moins spécialisés dans le crime informatique. Souvent, ils ont un objectif financier, qui est de gagner du pognon. Si on prend l'exemple des ransomware, etc., c'est quand même on n'a pas de chiffre aujourd'hui officiel parce que c'est très, très compliqué d'évaluer le nombre de personnes qui se font pirater ou qui se font avoir, d'abord parce que tout le monde porte pas plainte, et ensuite parce que ces chiffres-là sont pas assez souvent consolidés. Donc la motivation principale des cybercriminels classiques, je veux dire, c'est le produit financier presque direct, à travers des demandes de rançon, par exemple. Niveau de compétence. Petit problème de connexion avec la Belgique, il fallait que ça arrive. En effet. Mais en attendant, il y avait une question, mais donc en effet, on peut difficilement y répondre. J'ai vu effectivement la question de Corentin. Alexandre ne devrait pas tarder à se reconnecter. Et voilà. Alexandre, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Et on avait deux questions. Tu as le temps que tu te reconnectes. Corentin qui parlait d'une rumeur relative à la lecture des QR codes, les QR codes d'accès aux zones JO qui pourraient potentiellement contenir du code pour voler des données. Ouais. C'est une remarque. Et une deuxième question d'Alex qui, au niveau des risques techno, est-ce que tu peux faire un focus sur les menaces de fraude de type LCB-FT? À la fin, je fais ça. Ça marche. Pas de souci. Oui, mais forcément, sur les QR codes, en fait, finalement, tout vecteur de technologie ou de captation d'informations est bonne. Mais oui, on pourrait très bien imaginer avoir des scénarios comme cela. Alors, je disais qu'au niveau des compétences des cybercriminels classiques, on a des gens qui peuvent être plus ou moins compétents. On a un petit peu de tout aujourd'hui. Ce qui est important aussi de retenir par rapport à ça, c'est que quand on évalue en fait une motivation pour les pirates, on a un acronyme qui est le MICE, qui est en fait à la base un modèle qui a été développé par la CIA pour expliquer les vecteurs de manipulation des personnes. Donc le M, c'est pour l'argent, en fait, money. Le I, c'est pour idéologie, donc tout ce qui est idéologique. Le C, c'est pour compromission ou coercition. Et le E, c'est pour l'ego. Et donc souvent, les pirates sont plus ou moins dans une ou plusieurs des catégories, mais il y a toujours une dominante. Ici, pour les cybercriminels, évidemment, on est plutôt dans l'aspect argent. Au niveau des activistes, donc là, c'est un peu différent. Souvent, ce sont des gens qui ont des motivations politiques ou des motivations sociales. Si vous vous souvenez, par exemple, des pirates, les Anonymous, c'était plutôt un groupe d'activistes comme ça. Ils avaient des revendications fortes quand ils se battaient contre l'église de Scientologie ou contre ArcelorMittal. Oui, j'en parle en dessous, l'opération Payback. La motivation principale, là, c'est forcément d'exprimer des idées ou des idéologies. Les compétences, généralement, c'est pas très, 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 très sophistiqué pour la plupart d'entre eux, quoi qu'il y en a qui sont quand même assez balèzes, mais le niveau est varié, mais plutôt moyen à la base. Et là, évidemment, au niveau du MICE, la principale volonté, elle est idéologique quand ils agissent en groupe, mais on peut aussi avoir une composante liée à l'ego pour les gens qui ont envie un peu de briller et de faire en sorte que leurs idées soient les meilleures sur le terrain.
Les États-nations, là, c'est tout ce qui est gouvernement. Vous savez, chaque pays aujourd'hui, ou presque, a sa force de frappe cyber. Il y a eu pas mal de choses qui sont liées aux Russes, notamment, et aux Coréens aussi, avec un groupe de pirates qui s'appelait Lazarus. On a aussi, en Belgique, par exemple, on a eu un cas très précis qui est paru dans la presse et sur lequel j'ai travaillé à l'époque. On a eu le plus gros opérateur belge, donc, qui s'appelait à l'époque Belgacom, qui s'appelle maintenant Proximus, qui est en fait l'équivalent de votre France Télécom, qui a été vérolé directement par la NSA, donc l'agence de sécurité américaine. Et l'élément vérolant, c'était un switch, un core switch qui avait été installé dans une infrastructure critique. Et le core switch était sorti d'usine déjà vérolé. Donc on peut avoir des États comme les États-Unis, et les États-Unis ont tout à fait la capacité de le faire, enfin technique bien sûr, mais ils ont aussi la capacité légale de le faire, parce qu'avec des choses comme le Patriot Act, l'Economical Act ou le Cloud Act, donc Cloud c'est pas Cloud nuage, hein, c'est CLOUD, ils ont un arsenal juridique qui leur permet de faire des choses comme ça. Tout comme la France, hein, d'ailleurs. Là, la motivation principale, c'est l'intérêt du pays, hein, donc plutôt des intérêts qui sont géopolitiques. Le but, c'est d'embarrasser ou d'aider des gouvernements adverses. Alors, on peut évidemment tout imaginer. Alors là, au niveau de la compétence, on est sur une compétence qui est généralement très, très forte, très, très adaptée aussi. Et il y a un facteur qui existe dans ce domaine-là, qui n'existe pas dans les autres domaines, c'est que le facteur temps n'a aucune importance. C'est-à-dire que les États sont capables de mettre en place des moyens, comme les entreprises peuvent le faire par exemple, mais ils ont aussi le temps. Dans la course économique, etc., on n'a pas forcément le temps. Évidemment, dans les périodes de guerre, le temps est une donnée importante, mais un État, pour mener des opérations cyber, ils ont vraiment le temps. Ça veut dire qu'il y a des États qui ont installé, par exemple, il y a une trentaine de mois ou une quarantaine de mois, des spyware, par exemple, dans certaines infrastructures, et qui les décrocheront peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Donc cette composante de temps, elle est vraiment importante. Et là, au niveau du maïs, tout est un peu mélangé. Ça peut être économique et donc lié à l'argent, mais ça peut aussi être idéologique quand on veut défendre, par exemple la Russie veut défendre ses positions et son idéologie poutinienne, si je puis m'exprimer ainsi. On a aussi le terrorisme numérique, ça c'est quelque chose, je vous le disais tout à l'heure, ça existe moins, ça a pas mal existé entre 2015 et 2017-2018 avec l'armée syrienne électronique, etc. etc. Aujourd'hui, c'est pas trop le cas, c'est assez paradoxal d'ailleurs, ça existe, mais c'est plus comme il y a quelques années. Et là, la motivation, elle est purement idéologique. Elle peut aussi être monétaire et économique et financière lorsque ça permet de financer d'autres types de choses. Donc, si vous allez vous renseigner un peu sur le groupe Lazarus, un groupe de pirates qui est très très lié à la Corée du Nord, eh bien, par exemple, ils ont eu des grandes campagnes de récupération d'argent en mettant en place des ransomware à droite et à gauche, et cet argent a permis en fait de financer une partie du budget de la défense nord-coréen pendant quelques années. Il y a un très bon film d'ailleurs sur le sujet. On a aussi les insiders malveillants, donc ça c'est vraiment des personnes qui ont un accès légitime sur un système d'information, un employé qui est fâché, qui va démissionner, enfin on peut avoir plein de choses comme ça. Évidemment, l'affaire la plus connue c'est Snowden, hein, qui s'est barré avec pas mal de documents de la NSA. Pour information, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui on estime toujours que 70% des piratages sont commis depuis l'interne. 70. C'est énorme. Ça veut dire que les insiders, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Et la particularité de ces entre guillemets criminels-là, c'est que parfois, ils sont malveillants, mais parfois ils ne le sont pas. On peut avoir aussi des gens qui sont assez naïfs et qui commettent des erreurs parce qu'ils sont manipulés, etc., etc. Là, dans le maïs, les quatre piliers peuvent être utilisés. N'oubliez pas, et ça on va le voir un peu plus tard, qu'il y a déjà eu dans le cadre des JO 2 vols d'ordinateurs portables et de clés USB qui contenaient des documents assez stratégiques, dont les plans de sécurité notamment des JO. Hein, tout l'intérêt un peu de ces séminaires, de parler de tout ça. Les espions industriels, ça je vais passer parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un espion industriel, enfin j'imagine. On peut avoir les pirates à louer, ça aussi j'en ai parlé tout à l'heure. Alors ça, en termes de compétences, on est sur des gens qui sont généralement
assez capés. Et donc, ces fameux groupes comme Dark Basin, par exemple, qui sont un groupe de hackers qui ont fait des opérations contre les activistes. On a aussi des pirates qui se battent les uns contre les autres. C'est un petit peu ce qui se passait sur la mer au 15e ou au 16e siècle. Ça se passe un peu sur l'Internet. Et donc, voilà, ça aussi, c'est un type d'assaillant auquel il faut être attentif. Trois grandes catégories de risques. En fait, il y en a 5, mais il y en a 3 grandes principales quand on parle de cybersécurité. Alors, juste pour vous rappeler, un risque, ce n'est pas forcément un impact. Un risque, c'est un impact fois une fréquence. C'est-à-dire que quand on mesure un risque, on mesure toujours l'impact, donc les dégâts que ça peut causer, mais on mesure aussi la probabilité que la chose se passe. Et un risque, c'est ça. Donc, quand vous allez m'entendre parler de risque dans la suite, on est vraiment sur cette combinaison probabilité et impact. Donc au niveau disponibilité, donc je vous dis, on a 3 grandes familles de risques. Donc les risques liés à la perte de disponibilité, à la perte d'intégrité et à la perte de confidentialité. Dans le cadre des JO, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme impact important en termes de disponibilité? On pourrait par exemple avoir des infrastructures qui ne répondent plus parce qu'elles ont été attaquées massivement par un DDoS. On pourrait aussi avoir des risques de perturbation dans le système de gestion de transport, notamment dans les métros, sur les transports en commun, etc., qui pourraient entraver les mouvements des athlètes et des spectateurs aussi. On pourrait avoir des médias de diffusion avec des risques d'interruption de services de diffusion. Ça, c'est un scénario, j'en parlais aussi tout à l'heure, mais qui est vraiment à l'étude dans une entreprise en Belgique qui est spécialisée dans le replay d'événements sportifs. Dans le replay et dans les ralentis, pardon, c'est plutôt les ralentis. On pourrait avoir des systèmes de scoring et de résultats qui soient plus disponibles, donc des attaques qui visent à faire en sorte que les chronométrages soient plus bons, que les affichages ne soient pas corrects. Ça poserait des problèmes évidemment importants. On pourrait avoir des problèmes d'intégrité sur la billetterie. Là, on parlait tout à l'heure de QR code qui pourrait être scanné avec du code malicieux à l'intérieur. On pourrait avoir des problèmes sur les services médicaux, sur les services liés aux athlètes. On pourrait aussi avoir des risques de falsification de documents pour entrer dans certaines zones confidentielles. On pourrait avoir aussi des problèmes de confidentialité, donc des risques d'accès non autorisé à des flux vidéo ou à des données de sécurité. Pourquoi pas, ça s'est déjà vu, des serveurs qui crachent complètement et qui voient fuiter leurs données avec, je sais pas moi, par exemple, les tests de dopage des athlètes. Enfin, on pourra tout imaginer en fait. Au niveau de l'e-commerce et du merchandising aussi, services aux athlètes, et au niveau des opérations internes, on pourrait avoir des risques de fuite d'informations confidentielles qui concernent les stratégies et les opérations internes de l'organisation des JO. Ça, c'est pour les catégories de risques. Alors, on parlait de cas concrets. Sachez quand même qu'il y a eu au moins 2 vols d'ordinateurs qui ont été réalisés avant les JO. Donc la première fois, c'était un ordinateur dans un train, je pense. Et ici, c'est un article qui parle d'un deuxième vol. Donc si vous allez sur Internet, vous allez retrouver l'article date du 4 mars. Et dans ce contexte particulier de vol d'ordinateur, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme scénario? On pourrait par exemple avoir, suite au vol d'un de ces ordinateurs, des données sensibles qui concernent les JO, qui pourraient par exemple être vendues sur le dark web. Ça, c'est le scénario le plus probable aujourd'hui, et être acheté par un groupe de pirates ou être acheté par un groupe de cyberterroristes, peu importe. Et donc on pourrait avoir, à cause de ça, à cause des données qui étaient présentes sur l'ordinateur portable, on note bien quand même que c'est des informations qui étaient confidentielles. On parle ici, je l'ai souligné en jaune, des plans d'accès et de circulation essentiels pour les secours et les autorités, notamment en termes de JO. Ça veut dire que quelqu'un qui a cette information-là, ne fût-ce que d'avoir cette information, il n'y a même pas besoin de faire une cyberattaque. Finalement, les gens ont les plans pour aller contrecarrer, je ne sais pas moi, un éventuel comment dire, j'ai perdu mes mots, désolé, pour aller bloquer la circulation ou pour changer les plans de circulation des plans de secours, par exemple, lors d'un attentat. Donc il y a un tas comme ça de scénarios qui sont tout à fait possibles. On pourrait très bien avoir aussi des attaques physiques liées à ça, et comme conséquence, on pourrait évidemment avoir des pertes humaines, et puis ça pourrait vraiment être catastrophique. Et ces données ont été dérobées. Alors, la grande particularité, c'est qu'on ne sait pas si elles ont été dérobées juste parce que c'est un ordinateur portable et que la personne a visé l'ordinateur portable, ou si c'était vraiment une opération visant à récupérer les informations que contenait l'ordinateur. Ça, c'est aujourd'hui
une grande inconnue. Deuxième chose, donc, on a eu là des clés USB qui contenaient les plans de sécurisation des JO. Donc ça, c'est un autre article qui date un peu d'avant, du 28 février, où là, c'est une sacoche qui appartenait à un ingénieur de la ville de Paris et qui contenait un ordinateur et deux clés USB, avec des documents liés à la sécurisation des Jeux Olympiques, qui a été dérobé. Même chose que pour le scénario précédent, mais on ne sait pas pourquoi ça a été dérobé et on ne sait pas non plus ce que ça peut donner. Mais l'implication qu'il pourrait y avoir derrière tout ça, c'est évidemment, il y a des fuites de sécurité, sans parler des mots de passe, parce que là, on parle juste des plans ou des données qui ont été sécurisées, mais probablement que les mots de passe qui étaient sur l'ordinateur sont aussi dans la nature. Et donc, je ne sais pas comment ont réagi les autorités par rapport à ça, mais si tout ça n'a pas été changé, on pourrait très bien avoir des choses très impactantes derrière qui pourraient se passer. Donc ces scénarios hybrides en fait sont potentiellement réels, hein. Donc quand on voit que de l'information comme ça est dérobée, on se dit bah oui tiens, on a dérobé un mot de passe, on a dérobé des plans, qu'est-ce qui pourrait se passer? On a souvent tendance à penser que c'est soit une attaque qui sera cyber, soit une attaque qui sera physique, mais on peut très bien aussi avoir les deux types d'attaques qui soient présentés dans des scénarios hybrides, c'est tout à fait probable. Et donc ici, un petit exemple, c'est qu'on pourrait avoir dans les semaines précédentes des Jeux Olympiques, on l'a vu tout à l'heure, un groupe de cyberterroristes qui lance une attaque sophistiquée pour obtenir des informations sur les organisateurs, sur les moyens de surveillance comme les caméras, sur les réseaux de communication, sur les services d'urgence. Pour information, moi j'ai eu un cas il y a quelques années maintenant d'un service de détection de fuite de gaz qui avait été complètement bloqué par un DDoS. Ça veut dire que pendant 2 jours, l'entreprise, son téléphone qui recevait les appels de détection en cas de fuite de gaz ne fonctionnait pas. C'est des trucs qui existent, hein, pas pour rien. Et on pourrait très bien avoir dans ce cadre-là, en exploitant ces vulnérabilités, on pourrait avoir des pirates qui prennent la main et qui sont capables de créer des zones d'ombre ou d'analyser aussi un niveau de sécurité qui ne serait pas forcément optimal, et tout en semant la confusion parmi les autorités. Donc on pourrait avoir par exemple des attaques numériques par rapport à ça, on pourrait avoir des attaques de phishing aussi, c'est des choses que vous voyez souvent, j'imagine, en entreprise. C'est les fameuses campagnes de phishing où on essaie de vous faire cliquer sur des liens qui sont complètement pourris pour vous dire que vous n'êtes pas un bon utilisateur. Ça se fait beaucoup aujourd'hui. Mais c'est très efficace finalement parce que le phishing, c'est encore une des principales manières aujourd'hui d'entrer pour les pirates. Ça pourrait être mixé tout ça avec des attaques physiques, hein, en profitant du chaos créé par les cyberattaques. On pourrait avoir des gens qui disent ok, on va manipuler le système de sécurité ou on connaît les failles du système de sécurité et on va essayer de gérer, par exemple, comme je le montrais dans la dépêche AFP, des flux de foule vers un endroit où ça tire vraiment plutôt que de les envoyer vers un endroit qui est safe. Des choses qui pourraient très bien arriver. C'est pas très compliqué à mettre en place. Et évidemment, en termes de conséquences, perte humaine, panique, sans parler des différents enjeux qu'on a vus tout à l'heure, les 7 enjeux qui seraient probablement impactés, en tout cas pour 5 ou 6 d'entre eux. Et on a aussi un impact sur les événements futurs, dans les prochains JO, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? C'est renforcer les mesures des protocoles de sécurité, c'est faire des audits réguliers. Je ne suis pas certain que ça a été fait partout dans l'organisation des JO, enfin en tout cas, ce n'est pas ce qui se dit en général. La mise en place des systèmes de détection de menaces avancées, c'est aussi quelque chose qui permet de lutter contre ça, comme on l'a vu tout à l'heure au début avec les informations fournies par Gartner. Et évidemment, les équipes de sécurité doivent être tout le temps sur le pont pour pouvoir gérer ça. Et donc voilà, ce que je voulais faire passer comme message, c'est que le scénario cyber, c'est pas uniquement un scénario cyber, ça peut aussi donner lieu à d'autres types de scénarios beaucoup plus embêtants. On ne voit pas encore ça aujourd'hui partout, heureusement, mais je pense qu'à l'avenir, on peut s'attendre à des choses quand même problématiques par rapport à ça. Des questions? Pas de nouvelles questions pour l'instant. On tente de boire un coup d'eau pour récupérer un peu de salive. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, des attaques déjà bien présentes. Donc, ça, c'est un article qui dit qu'en fait, il y a plus de 4 milliards de cyberattaques qui ont été prévues dans le monde, en fait, et qu'il y a 450 millions de cyberattaques qui ont été réalisées pendant les Jeux de Tokyo en 2021. Donc c'est assez particulier parce qu'on voit qu'aujourd'hui on se dit bah oui les JO c'est assez nouveau, en tout cas pour Paris, et puis les cyberattaques ça augmente, mais c'est pas tout le temps. Ici on voit qu'en 2021, on va le voir encore plus par la suite,
J'avance un peu parce que sinon je vais être hors. J'ai une petite question qui vient de tomber de Rodolphe qui demande pourquoi l'équipe SOC a été constituée si tard pour les JO. Alors, je suis pas sur ce dossier, donc je peux pas répondre. Mais je peux imaginer pour le voir, moi, dans d'autres entreprises. Et par exemple, pour le moment, je suis pour un client du Hibou dans une entreprise de la défense en pleine certification de l'entreprise pour accéder à des marchés de la défense aux États-Unis. Euh, la mise en place d'un SOC, c'est souvent le business qui drive et qui dit OK, c'est facile, on va mettre un SOC en place. Après, en termes de budget, si je regarde un petit peu le projet sur lequel je suis occupé de bosser, on est quand même sur un budget de 4 millions d'euros. Donc je ne suis pas certain que ce soit mis en place, ce soit pas mis en place par malveillance ou par mauvaise gestion du projet. C'est surtout que les budgets sont souvent assez exponentiels et que c'est assez compliqué aujourd'hui de mettre des SOC en place parce que ça coûte une blinde et parce que c'est pas un marché qui est encore tout à fait mature aujourd'hui. Et donc, pourquoi ils l'ont mis en place, je ne sais pas, j'ai pas la réponse, mais je pense qu'une des pistes de ce que moi je rencontre le plus souvent aujourd'hui, c'est surtout des freins budgétaires. Voilà. Je ne sais pas si d'autres ont une expérience pour partager. Il y a une question qui se rapproche, parce que tu viens de commencer à y répondre. Hein. C'est Rudy qui demandait pourquoi les raisons principales pour lesquelles les entreprises ne font pas des audits de sécurité réguliers et comment y remédier. Donc, je pense que la première partie de la question est une raison financière. Comment y remédier? Ça, je te laisse répondre. Il y a deux choses. Et ça aussi, je vais parler de clients du Hibou. Vous avez compris, hein, moi je travaille quasiment exclusivement avec le Hibou, donc je ne peux pas vous donner beaucoup d'autres références depuis 4 ans. Les audits de sécurité, c'est toujours assez difficile d'estimer pourquoi ils ne sont pas mis en place. Souvent, il y a un problème au niveau du management, de compréhension. Euh, je parle de board, hein, je parle de COMEX, etc., ou de comité de direction, parce que la cyber est encore vue comme étant un risque lié à des nouvelles technologies. Pour rappel, les nouvelles technologies, aujourd'hui, elles ont 40 ans, donc elles sont plus si nouvelles que ça. Et tant que ces risques-là ne seront pas vus comme d'autres types de risques, hein, les risques géopolitiques, les risques financiers, les risques de production, les risques de perte de productivité, bah, ça posera des problèmes. Et donc les entreprises ne vont pas là-dedans parce qu'elles n'ont pas forcément envie de rentrer, de mettre les mains dans le cambouis et d'allouer de nouveau du budget, parce que c'est quand même, faire un audit, ça coûte un certain montant, mais les recommandations d'audit, les mettre en place, ça peut parfois coûter bien plus cher que l'audit en lui-même, et donc les entreprises n'ont pas forcément envie de voir. Maintenant, je dirais que ce que moi je vois depuis 4 ans, on l'a vu beaucoup, même sur de la PME. Je repense à notre fameux client italien, Thomas. On a parfois des clients qui viennent nous voir en disant ben, maintenant on est obligé de s'auditer parce que sinon on perd des marchés. Ça, c'est de plus en plus. Donc, comment on va remédier à ça? Ben, moi, je pense que le driver marché est important, c'est-à-dire que tout ce qui est certification ISO 27001, la NIS 2, pour ceux qui connaissent, DORA pour le monde financier, c'est des réglementations un peu comme le GDPR qui sont contraignantes, mais qui obligent justement, parce que sanction à l'appui, les entreprises à mettre en place d'abord des audits pour savoir quel est leur niveau de sécurité, et ensuite des plans pour pouvoir y arriver. J'espère que ça répond à la question de Rodolphe. Oui. En tout cas, c'était plutôt clair. Oui, Rudy dit oui, merci. Rodolphe aussi. Alex avait une question. Alors là, je pense que ce sera peut-être un peu empiété peut-être sur ce que tu vas dire après, sur les plans de secours sont-ils prêts en cas d'attaque cyber? Je ne sais pas si tu vas parler SNSI ou autre. Mais... Alors, au niveau des JO, j'en sais rien. Parce que les plans, j'imagine quand même qu'avec les 2 vols qu'ils ont eus, ils ont quand même dû se poser des questions et peut-être avoir fait appel à quelques experts. J'imagine que tout ça a été testé parce qu'en plus, il y a des vraies responsabilités sur les enjeux qu'on a vus tout à l'heure. J'imagine que si on parle de Munich, et je veux surtout pas, alors c'était un titre accrocheur Munich de plan, mais je veux surtout pas rentrer moi dans cette problématique politique du conflit israélien parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais c'est clair que si demain il y avait une faille de sécurité, comme il y a eu à Munich, parce que c'est ça en fait qui s'est passé, avec des services de sûreté très très mal préparés, et avec ces 11 athlètes israéliens qui sont morts grenadés en dessous avec des grenades qui ont été jetées en dessous d'un hélicoptère, j'imagine que si aujourd'hui ça arrivait et que la France n'est pas préparée, l'enjeu serait catastrophique. Donc je pense que les plans de sécurité, les plans de sûreté, les plans de secours et les plans de reprise d'activité et de continuité, qui englobe aussi la partie cyber, bah, j'imagine que tout ça s'est mis en place. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais je ne dirais pas au JO. Tout de suite, je ne serai pas spectateur sur place. Si ça peut répondre à votre question.
Euh, donc, c'est bon pour les questions là? Oui, c'est bon, merci. Ok, merci en tout cas à vous de poser des questions, c'est toujours intéressant d'y répondre. Donc des enjeux, des risques, des assaillants, ouais, quelles pourraient être les cibles potentielles aujourd'hui? Si on regarde un petit peu en termes de JO, on pourrait avoir les infrastructures de communication qui pourraient être bloquées, pourquoi pas, hein. Tout ce qui est système de radio-télécommunication, etc., etc. On pourrait avoir des DDoS sur ces systèmes-là, on pourrait avoir même des problèmes de capacité directement sur les antennes. C'est des choses qui arrivent quand il y a trop de gens qui sont dans la même zone. On pourrait avoir les infrastructures de billetterie complètement piratées ou plus disponibles. On pourrait avoir tout ce qui est logistique et transport qui ne serait pas forcément accessible, que ce soit pour les athlètes ou pour les autres. On a tous les problèmes qui sont liés aux médias et aux diffusions avec des informations contradictoires sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle le chiffre tout à l'heure, là, qui était que la désinformation allait être l'enjeu de demain. Quand on regarde un petit peu ce que les Russes font aujourd'hui auprès du Parlement européen, notamment au niveau politique, on peut imaginer quand même que les JO, c'est une superbe vitrine pour faire ce genre d'opération. On le verra, ça s'est déjà passé, je pense, une petite dizaine de fois durant le siècle dernier, pendant la guerre froide. On pourra aussi avoir des impacts assez importants sur les systèmes de surveillance et de sécurité. Imaginez des caméras qui ne sont plus du tout dispo pendant quelques heures. Ça pourrait poser des vrais problèmes. Sur tout ce qui est santé et médical aussi, évidemment, les systèmes de scoring, on en a parlé tout à l'heure, l'e-commerce, l'hébergement et les services aux athlètes, et puis les opérations internes du comité international olympique et des comités organisateurs. Ça, c'est, je pense, en fait, les principales cibles numériques qui pourraient exister en termes de cyber. Si je devais être un pirate chevronné et avoir pour target l'organisation des JO, que je sois dans le money, dans l'idéologie, dans la compromission ou dans l'ego, j'irais taper forcément dans un de ces 10, vecteurs d'attaque. N'oublions pas non plus que les attaques numériques, elles sont souvent, je disais tout à l'heure, maintenant elles sont de plus en plus hybrides, mais elles sont aussi complètement asymétriques. Donc on a des attaques qui sont souvent très difficiles à détecter. On parlait tout à l'heure des SOC, je ne sais plus si c'est Aurélien ou Alex qui posait la question. La problématique des SOC, par exemple, c'est que dans les SOC, aujourd'hui, ça coûte tellement cher de processer les volumes de données avec des calculateurs en intelligence artificielle, etc., que la plupart des entreprises et des organisations définissent des use cases basés sur des risques. Et ça, c'est sur les choses qu'on connaît. Aujourd'hui, quand on analyse un peu plus dans les logs qui peuvent être crachés sur certains types de serveurs, etc., on se rend vite compte il peut y avoir des attaques qui soient très agressives, mais aussi très verbeuses. On a beaucoup de bruit. Et à côté de ça, des petites attaques qui sont un peu moins verbeuses et qui sont plus destinées en fait, à aller voler de l'information. Ça, c'est des choses, aujourd'hui, détecter les petites attaques, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que, vu le volume de logs qu'on processe, je vais vous donner un exemple, le dernier SOC sur lequel j'ai bossé, on était à 40 000 events par seconde. Et c'était de l'ordre de presque 1 milliard de logs par jour. Détecter les choses là-dedans, c'est très très complexe, surtout quand les attaques, elles sont faites de manière insidieuse et de façon complètement asymétrique. Ces attaques, oui, comme je disais, elles peuvent avoir différents objectifs, hein. Ça peut être perturber, ça peut être voler de l'information, ça peut être changer de l'information aussi. Parce que comme je disais tout à l'heure, la disponibilité de l'info, c'est toujours ce que redoutent généralement les comités de direction. En deuxième lieu, c'est la confidentialité. Je ne veux pas qu'on me vole mes données. Mais souvent, le scénario du pire, c'est quand on altère les données, quand on change ce que les données sont, quand on change des données de connexion ou même des données de production. Ça peut vraiment poser des problèmes. Moi, j'ai eu un exemple comme ça de clients qui étaient dans une coopérative de lait il y a quelques années. Ils avaient une équipe de pirates qui s'était amusée à faire déborder leur cuve simplement parce que dans les sondes qui permettaient de mesurer la hauteur du lait dans les cuves, les types avaient mis des chiffres démentiels et donc les cuves, elles ont dégueulé une nuit complète. Donc voilà, on peut avoir ces attaques-là en termes d'intégrité qui sont aussi importantes et qui sont souvent mal vues. Et ici, dans le cadre des JO, les scénarios sur l'intégrité, ça pourrait vraiment poser des problèmes. Comme je disais tout à l'heure, des panneaux de signalisation qui envoient les gens dans la mauvaise direction, qui créent des bottlenecks pour les services de secours. Enfin, ça peut poser des problèmes. Et donc, d'où l'importance d'être préparé par rapport à ça. Un petit cas réel qui dit, je parlais tout à l'heure d'une entreprise belge
qui s'appelle EVS, je refais un petit peu de pub, et qui sont vraiment les leaders mondiaux du ralenti sportif. Donc, ils ont créé des technologies et hardware et software qui permettent en fait de faire des ralentis de très très grande qualité. Quand vous voyez des matchs de football, par exemple, généralement c'est eux, ils sont quasiment les seuls sur leur marché. Eux, par exemple, aujourd'hui, ce qu'ils redoutent, c'est que leur plateforme soit piratée et qu'on diffuse des messages politiques, par exemple. Imaginez, ça pourrait poser des problèmes. Et c'est des choses qui se sont déjà vues. J'ai eu le cas d'un client qui était une infrastructure qui gère des affichages sur dans des gares, par exemple. En Allemagne, il est arrivé que certains messages politiques, notamment d'extrême droite, passent sur des tableaux d'affichage pour les voyageurs. Ça, c'est un des principaux problèmes aujourd'hui que VS redoute, c'est que les images soient altérées et qu'on ait ou des ransomware qui sont foutus derrière, ou des informations qui sont complètement politiques ou qui vont complètement à l'encontre des pays qui sont sur le terrain, par exemple. On va très bien avoir des messages, encore une fois, je ne rentre pas du tout dans la polémique, mais pro-palestinien pendant un event où on aurait, je sais pas moi, l'équipe de football d'Israël qui jouerait contre je ne sais pas qui. Voilà, et c'est ça, en fait, les événements qui sont très redoutés chez EVS. Pour information, le monde des médias et de l'audiovisuel est méchamment ciblé par tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais TV5 Monde avait été piraté comme ça d'une manière assez violente. Il n'y avait plus accès à rien. Ça a été chez Sony, en fait, notamment. Enfin, c'est des scénarios qui existent. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de bruit derrière lui, là. Ah, c'est pas toi? Ouais, ok, désolé. J'avais une petite question, effectivement, d'Audi, qui dit, pensez-vous que dans l'avenir, les coûts financiers des audits de sécurité, et plus généralement ceux de la sécurisation des SI, va diminuer, ou au contraire, au regard de toutes les nouvelles technologies qui émergent, les coûts financiers risquent d'augmenter? Alors, ça va être de plus en plus complexe, donc je pense que les coûts vont augmenter. Mais il y a une bonne nouvelle, parce que je prends l'exemple du client, je ne peux pas citer malheureusement, mais qui est dans le domaine de la défense que je vous citais tout à l'heure. Par exemple, en marge de la certification qu'ils doivent avoir pour le Department of Defense aux États-Unis, leur société d'assurance, ils sont assurés au niveau cyber parce qu'ils sont dans la défense, donc ils ont dû prendre des assurances. L'assurance leur a dit, si vous voulez diviser votre assurance par deux, vous mettez en place tel type de protection, par exemple. Donc oui, il va y avoir, je pense, de plus en plus d'audits à faire et ça va coûter de plus en plus parce que, évidemment, les systèmes sont occupés de changer. Et puis on n'a pas que l'IT, on a ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'IoT, etc., qui arrive aussi fortement dans ces cas-là. Mais je pense que si ça augmente, on aura peut-être des coûts qui diminueront d'un côté ou d'un autre. Voilà. Maintenant, oui, les audits ne sont pas très chers, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Thomas gérera ça tranquillement. Merci. Je rigole. C'était gratuit au passage. Voilà. Donc ici, si on regarde un petit peu, est-ce que ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Israël, quand les conflits s'invitent au JO, en quoi ces scénarios sont-ils plausibles? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces scénarios existent. Donc souvent, pendant la guerre froide, on a eu à plusieurs reprises des conflits qui se sont invités en termes dans les JO. Donc, par exemple, la première fois en 1956, c'est des conflits entre l'Égypte, l'Irak, le Liban, etc., etc. Donc la fameuse crise de Suez. Je ne vais pas vous faire un cours de géopolitique ou un cours d'histoire, mais il y a eu des incidents aussi dans un match de water-polo entre la Hongrie et l'URSS, avec des grosses tensions qui étaient liées à la guerre froide. On a eu 44 athlètes hongrois qui ne sont pas retournés dans leur pays après les Jeux, donc c'était quand même important à l'époque. Les transfuges, c'était quelque chose qui était fortement, qui avait un gros impact sur la sécurité du monde. En 60, on a aussi eu trois choses qui se sont passées, dont des tensions avec le fameux avion U-2 américain qui est tombé sur le sol russe. En 68, il y a eu la dénonciation du racisme aux USA, c'est le fameux Black Power, avec je ne sais plus comment s'appelait cet athlète qui est monté sur le podium et qui a levé son poing. Donc, on a une vraie revendication idéologique. Et encore une fois, ici, à l'époque, on n'avait pas d'Internet. La seule chose qui était vue, c'était par les caméras quand c'était montré. Ce n'est pas toujours le cas. En 72, pardon, on a eu l'attaque terroriste Septembre Noir contre les athlètes israéliens. Ça a duré quand même pas mal de jours, je pense. En 76, on a eu des boycotts par rapport aux pays africains, et notamment par rapport à la Rhodésie, qui est devenue aujourd'hui le Zimbabwe.
avec des pressions médiatiques sur le fameux boycott. Hein, c'est l'époque où l'Afrique du Sud était très décriée avec l'apartheid. En 80 aussi, on a encore eu des événements, et en 84 aussi. Donc, vous voyez, c'est pas les conflits géopolitiques s'invitent très très régulièrement pendant les JO, sauf que à l'époque, les systèmes d'information étaient forcément moins accessibles parce qu'ils n'existaient pas. En 2018, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'étais pas du tout au courant de ça, mais il y a eu une cyberattaque qui a été faite, donc c'était en Corée du Sud. C'est un malware qui s'appelait Olympic Destroyer, que je ne connaissais pas du tout, qui a perturbé la cérémonie d'ouverture en rendant le Wi-Fi inutilisable et en empêchant l'accès des utilisateurs munis de billets. Donc cet événement a été un rappel brutal de la vulnérabilité des grands événements sportifs aux attaques cybernétiques. J'imagine quand même, pour anticiper une de vos questions, que tout ça c'est connu par l'équipe de sécurité d'organisation des JO de Paris, mais encore une fois, moi je suis dans la partie depuis 25 ans, et bon, je ne connais pas toutes les attaques évidemment, mais je ne savais pas du tout que ça s'était déjà passé. Donc si on regarde un petit peu, on se dit ok, c'est le fameux groupe Lazarus là, de Coréens qui ont créé ce malware juste pour ça, parce qu'il s'appelait Olympic Destroyer. Imaginez si ça arrive aussi à Paris, les gens n'auront pas accès à la billetterie, le Wi-Fi qui n'est pas dispo, enfin, ça peut poser vraiment des gros problèmes. Si on fait un peu de dystopie, c'est-à-dire que si on reprend ce fameux schéma-là et qu'on se dit, tiens, s'il y avait eu à l'époque des systèmes d'information et des réseaux sociaux, etc., qu'est-ce qui serait passé? À Melbourne, on aurait pu par exemple voir qu'on aurait eu des attaques informatiques qui auraient été ciblées très très fort sur les athlètes. Si je reprends l'exemple, je ne vais pas tous les faire parce que vous aurez accès à la présentation, vous pouvez la lire à votre aise. Si vous avez des questions, vous pourrez me contacter. Mais par exemple, on pourrait très bien avoir en 72, donc ce qui s'est passé à Munich, un groupe terroriste qui tente de pirater les systèmes de broadcasting d'information, comme je disais tout à l'heure, par exemple avec EVS, pour diffuser un message politique ou pour lancer une cyberattaque qui pourrait perturber les événements et créer une crise sécuritaire internationale. On imagine par exemple que un groupuscule qui arriverait à pirater en fait une base de données dans laquelle on aurait les logements de tous les athlètes, par exemple israéliens, pour ne citer que. Ça, en 72, c'était compliqué de trouver qui dormait où, etc., etc. Il fallait des opérations humaines. Aujourd'hui, avec des opérations cyber, c'est beaucoup plus facile de récupérer de l'information, et même de l'information qui serait, entre guillemets, plus cachée, physiquement parlant. Si on prend, évidemment, le contexte Russie-Ukraine ne va aider en rien, comme vous l'aurez compris. Ça aussi, je vais passer, vous aurez le temps de le lire à votre aise, parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Il me reste 5 minutes, si je ne dis pas de bêtises. L'Iran pourrait aussi poser des problèmes à ce niveau-là. Les autres conflits qui pourraient être des vecteurs de risque, aujourd'hui, les tensions entre les États-Unis et la Chine pourraient faire en sorte que la Chine s'amuse à faire quelques opérations de cyber contre les États-Unis pour faire un peu de revendication. On a la Russie contre la totalité des pays occidentaux. Vu la manière dont nos dirigeants parlent de Poutine du matin au soir, j'imagine que... moi, je ne peux pas croire qu'il n'y aura rien au niveau russe contre les JO. La Corée du Nord aussi est quelque chose d'important. On a tous les conflits qui sont au Moyen-Orient, parce qu'on parle évidemment très très souvent aujourd'hui dans les journaux de ce qui se passe en Israël, mais on a encore des conflits en Syrie qui existent, on a aussi des conflits au Yémen, entre l'Inde et le Pakistan, c'est pas non plus le grand amour. Pour rappel, en fait, les conflits en Afrique, même si on n'en parle plus au Sahel, ça existe toujours, la Corne de l'Afrique est toujours dans le même état, donc voilà, je pense que potentiellement parlant, des ennuis géopolitiques qui viendraient s'inviter d'une manière cyber au JO de Paris, je crois que c'est une réalité. Enfin, c'est mon analyse et je ne pense pas qu'elle sera démentie, malheureusement. Alors, j'ai plus la main ici. Voilà. Alors, les dispositifs de protection et de prévention. Donc, si on regarde un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme grand vecteur au niveau des opérateurs et des gens qui sont en charge des JO? Les JO, on a le comité d'organisation des JO qui s'appelle le COJO plus le COJOP. On a les services de sécurité et d'urgence, donc toute la force de frappe de l'État. On a évidemment tous les transports publics et transports privés qui sont aussi des opérateurs importants parce qu'il va falloir achalander les stades en athlètes, mais surtout en spectateurs.
On a les fournisseurs de services numériques et de télécommunications, parce que tous ces gens qui vont venir vont évidemment avoir un smartphone, avoir besoin de connexion. Et si je reping sur le fameux Olympic Destroyer de Lazarus pendant les Jeux Olympiques d'hiver, un réseau 5G, 4G ou même du Wi-Fi qui serait plus dispo, ça pourrait évidemment poser des gros problèmes. On a les entreprises de sécurité privées. Aujourd'hui, l'État a quand même plus la capacité de mettre des flics à chaque coin de rue. Donc pour les JO, il y a quand même, ça j'ai vérifié, pas mal d'entreprises privées de sécurité avec des agents de sécurité, des maîtres chiens, etc., qui sont aussi dans la boucle. On a les organismes de santé, évidemment, pour tous les problèmes graves et les problèmes moins graves. Et on a tout ce qui est fournisseur de logistique et de matériel. Tous ces gens font partie du dispositif de gestion des JO. Et donc forcément, s'ils font partie du dispositif, ils sont a priori tous des cibles, je pense. Quand on regarde un petit peu au niveau des opérateurs essentiels, donc c'est tous les gens qui vendent, qui transportent de l'énergie, du carburant, de l'eau, de la distribution de gaz, les télécommunications, enfin bref, c'est le NIS 2, je ne sais pas si vous connaissez cette directive européenne qui est occupée d'être transmise dans le droit français, mais on considère un opérateur essentiel une entreprise qui fournit un service au public. Donc les mairies, etc., ça font partie du deal aussi. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, de plus en plus d'attaques sont faites là-dessus, et si vous voyez ici en Belgique, on a même eu le port d'Anvers qui a été, le terminal gazier, qui a été méchamment attaqué en fait par les Russes, en tout cas c'est ce qui a été déterminé. On a le QG de l'OTAN aussi qui a été indisponible en termes de connexion pendant, je pense, 2 jours, si je ne dis pas de bêtises. On a eu des attaques contre les infrastructures hydrauliques en Pologne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée, on a eu des gars qui avaient réussi à fausser un réseau de distribution d'eau aux États-Unis, et ils avaient tellement faussé les choses qu'ils avaient fait croire qu'il y avait trop d'acide ou je ne sais plus quel produit chimique dans la flotte alors que ce n'était pas présent. Donc ils ont cru à une pollution. En fait, la pollution n'existait pas, la pollution était juste numérique. C'est juste les gars qui avaient changé les niveaux d'alerte et les sondes, etc. On pense aussi toujours quand même que l'élection de Trump a en partie été manipulée par les Russes à l'époque sur les réseaux sociaux. Enfin bon, des antécédents comme ça, il y en a 2000. Donc je ne vois pas pourquoi il ne se passerait rien pendant les JO. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La réponse étatique aujourd'hui, elle est à plusieurs niveaux. Si on regarde au niveau de la France, on a évidemment l'Europe qui définit une partie de la stratégie sécurité en manière cyber avec l'Agence européenne de sécurité des systèmes d'information. Vous avez la chance d'avoir un très très bon service aux France qui est aussi l'ANSSI, qui est là, est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et qui aide justement ces opérateurs essentiels et le reste des entreprises à se mettre en conformité. Et puis en France, vous avez quand même un système de sécurité qui fonctionne bien avec votre DGSE, votre DGSI, la police, etc., etc. Et je pense que tous ces gens sont capables en fait de répondre aux différentes menaces qu'on a évoquées, qu'elles soient physiques, mais aussi et surtout numériques aujourd'hui. Oui, alors pour arriver à se sécuriser par rapport à ça, il y a plusieurs standards. Ça, on fera peut-être un jour un séminaire sur les différents standards de sécurité si ça intéresse les gens. On a évidemment tout ce qui est ISO pour tout ce qui est normes internationales est fortement utilisé. On a l'ANSSI aussi. Je vous invite à aller voir le site de l'ANSSI si vous n'y êtes jamais allé ou si vous êtes déjà allé. Allez voir, il y a pas mal de référentiels qui peuvent vous aider dans vos métiers tous les jours. Tous sont couverts. Du développement de logiciels à l'installation de hardware, tout est couvert dans ces choses-là. Il y a le standard américain aussi, le NIST, et puis de plus en plus de choses. Donc, conclusion vers un Munich 2.0, j'espère que non, mais je pense que s'il devait y avoir de nouveau une attaque physique sur des athlètes, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient ukrainiens, russes, israéliens, palestiniens, malheureusement pas, parce qu'ils n'ont pas encore d'athlètes, je pense. Mais s'il devait y avoir un scénario comme ça, je pense que la partie cyber serait fortement invitée dans cette chose-là, ou du moins la partie cyber aurait permis aux terroristes de préparer au mieux leur intervention physique. Voilà. Donc, oui, ben voilà. Juste pour info, 72 à Munich, c'est 11 athlètes qui sont morts, une sous-estimation des menaces, donc les mesures de sécurité n'étaient pas conçues pour gérer ce type d'attaque terroriste. Pour information, à l'époque, il n'y avait pas de RAID, il n'y avait pas de GIGN. En Allemagne, ça n'existait pas, et donc c'est vraiment des flics de base, entre guillemets, qui sont intervenus, ou à peu de choses près, en tout cas, pas équipés comme il fallait.
La sécurité a été très limitée, même du côté israélien. Pourtant, on sait que généralement, c'est des choses auxquelles ils font attention. Et la réponse à la crise a été hyper lente. Je pense que ces scénarios-là, aujourd'hui, s'ils existent pour les JO de Paris, je pense quand même que tout ça a été préparé et que la prévention a fonctionné. J'imagine, en tout cas, qu'ils ont mis beaucoup de choses en place. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Mais merci beaucoup pour toutes ces explications. Peut-être une dernière question en J'ai fait conclusion. 59-51 secondes, hein, c'est pas mal. Joli, on tient les délais. Peut-être une dernière question. Non, Oui. attends, parce qu'avant, il y a une question sur le blanchiment. Oui, tout à fait. Oui, il y avait... Et la question, c'était quoi exactement? Je la reprends, c'était au tout début. Excusez-moi. Sur LCBFT. Voilà, au niveau des risques techno, pourriez-vous faire un focus sur les menaces de fraude de type LCBFT? C'est très compliqué au niveau technologie parce que finalement, qu'est-ce qu'on a comme scénario de financement du terrorisme pour la billetterie, etc. J'imagine quand même que la France ne va pas s'amuser à avoir de l'argent récolté sur la billetterie qui filera vers le financement du terrorisme ou de la criminalité ou du blanchiment. Maintenant, peut-être que les problèmes par rapport à tout ça sont plus liés à tout ce qui va concerner les ransomware, tout ce qui va concerner peut-être de l'usurpation d'identité. Je pourrais très bien imaginer un ransomware qui soit, on va faire un scénario vite fait comme ça que je peux inventer. Je suis un pirate, j'ai envie de récupérer, de blanchir un peu de pognon, je me mets dans un hôtel, je crée un serveur captif et j'envoie des messages très ciblés aux gens pour supporter ma cause et je récupère du pognon. Ça peut être des choses qui sont faites. Alors maintenant, au niveau techno, lutter contre ça, je pense qu'au niveau global, il n'y a pas de risque sur les JO en particulier. Ils sont plus liés, je veux dire, à des opérations en marge des JO. Voilà. Après, je pense que sur le reste, la billetterie, etc., je crois que c'est blindé. J'espère que ça répond à la question de... Je te remercie. Peut-être une dernière pour conclure. Oui, Alex me dit merci. Sur les tactiques de priorisation en cas d'attaque cyber multiple avec des gravités différentes. Ouais. Voilà. C'est marrant, j'ai eu une réunion de 2 heures là-dessus ce matin. Voilà, donc. Tu peux bien répéter la question? Quelles sont les tactiques de priorisation en cas d'attaque cyber multiple avec des gravités différentes? Ouais, donc c'est bien ça, c'est bien. J'ai déjà eu la question ce matin pendant une réunion. En fait, c'est toujours une question de risque. On peut prioriser les choses que s'il y a un risque. Et donc pas forcément un impact, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on prenne en compte la partie fréquence et la partie impact, donc le risque. C'est-à-dire que si vous avez un risque qui est très impactant, mais avec une probabilité qui ne se passe jamais, ce qu'on appelle dans le monde de la gestion des risques un signe noir, un black swan, ben, peut-être que la priorité est moins grande que si vous avez un risque moins impactant, mais qui pourrait se passer tous les jours. Donc je pense que la clé de voûte, c'est toujours de connaître les risques. Et pour connaître les risques, il faut faire un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est vers ça que j'ai essayé de vous amener, on analyse l'environnement, quel est le périmètre? Ben, le périmètre, c'est les JO, quel type d'attaquant on peut avoir là-dessus, voilà. On sait que ces attaquants sont capables de faire tel type de choses et qui sont motivés. Leur motivation, c'est tel, le M, le I, le C, le E. Et de là, on peut commencer à décrire des scénarios de risque et des scénarios d'attaque. Et une fois qu'on a des scénarios d'attaque, on se dit, OK, est-ce que ça, c'est probable? Oui, OK, ça l'est. À quelle échelle? Et est-ce que c'est impactant? Oui, ça l'est. À quelle échelle? Et à partir de ce moment-là, on peut se dire, OK, là, on va mettre le focus là-dessus plutôt que là-dessus. Parce que, par exemple, si je prends l'exemple de la billetterie, le gros enjeu d'une billetterie, c'est d'être disponible. Si maintenant la billetterie, on arrive à voler les données des gens qui ont acheté un ticket, ok, c'est embêtant en termes de GDPR, ils risquent d'avoir une amende, mais les jeux ne seront pas bloqués. Donc c'est toujours en fonction du risque calculé sur un des 3 vecteurs qui sont la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. On peut encore prendre une dernière question si tu veux. C'était la dernière question. Ah ben voilà. Donc c'est une bonne conclusion. J'espère que ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, il faut le dire aussi, que ça me permettra de m'améliorer. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Tout à fait. Pour information, ouais, et c'est juste pour vous dire que pour information, on vous enverra le replay du webinaire dès demain et avec la présentation. Donc, si jamais vous êtes arrivé plus tard ou vous êtes reparti plus tôt, on vous enverra tout ça et ça sera disponible dès demain. Et vous aurez accès à la petite vidéo. La fameuse. On va passer du temps à la faire quand même. Hein. C'est vrai. Alors, elle vaut le coup d'œil.
Donc, merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup, merci. Alexandre, pour la présentation, les explications. Les remerciements pleuvent, je pense que tu auras fait au chat. Donc, un grand merci. Puis, on espère vous revoir aussi nombreux, si ce n'est plus, au prochain webinaire. Super, merci à tous.